Voilà, il a été question donc de trois premières crises. Nous avons laissé l'histoire romane au moment de la restauration augustéenne, et je vais effectivement la reprendre au moment où le régime institué patiemment par Auguste, où ce régime va connaître sa première crise majeure, et c'est donc effectivement en l'année 68, avec la révolte donc de plusieurs chefs militaires contre un prince ressenti comme tyrannique, Néron. Alors pourquoi cette crise de 68-69? D'une part parce que donc c'est la première crise majeure que connaît le Principat, d'autre part aussi parce que c'est une crise très ponctuelle en réalité. Elle est importante certes, mais elle est ponctuelle, elle est bien circonscrite, et il y a donc elle nous donne à voir en réalité les symptômes, justement de façon très concentrée, les symptômes politiques et religieux, on le verra, de ce que pouvait être une crise d'un régime à Rome. En quoi cette crise politique de l'année 68-69 a-t-elle affecté les cultes, c'est-à-dire la religion dite officielle, pour parler comme les historiens de la religion aiment à le faire aujourd'hui. Les cultes, donc, sont-ils eux-mêmes en crise en 68-69? Ou bien faut-il parler plutôt, comme le faisait Yann hier matin, et d'autres à sa suite, de culte de crise, de crisis cults, pour reprendre l'expression du titre anglais de nos deux journées. Un très très bref rappel de la chronologie des événements. En mars 68, Caius Iulius Vindex, nomen omen en l'occurrence, Caius Iulius Vindex, qui est sans doute légat de la Gaule lyonnaise, entre en révolte, déclare la révolte contre Néron. Il invite un autre légat, Servius Sulpicius Galba, légat de l'Espagne tarraconaise, à le rejoindre. Galba, après quelques hésitations, se joindra lui aussi au mouvement de révolte. Il est d'ailleurs acclamé le 2 avril 68, il est acclamé par ses troupes, il est acclamé imperator. Et pour son compte, il ne prend pas encore les titres impériaux, il se déclare seulement legatus senatus populique Romanum. C'est-à-dire non plus legatus Augusti, mais légat du Sénat et du peuple romain, puisque, et c'est en fait la problématique fondamentale de cette révolte, ce n'est pas le régime du Principat qui est remis en cause, c'est le mauvais empereur, le tyran, et donc la légitimité qui n'est plus entre les mains de ce mauvais empereur revient au Sénat et au peuple, qui restent les fondements de la légitimité du régime, en façade du moins. Néron, c'est bien connu, se suicidera le 9 juin. Peu après, le Sénat reconnaît Galba comme empereur. Galba se rend à Rome dans un voyage qui dure plusieurs mois. Il prend finalement, après la mort de Néron, les titres de Kaiser et d'Augustus. Et en septembre plus tard, il est à Rome, il est élu Pontifex Maximus. Les différentes phases de l'investiture impériale, désormais bien fixées à l'époque, sont remplies. Vous connaissez la suite de l'histoire. Début 69, le 1er janvier exactement, ce sont les légions de Germanie supérieure qui entrent en révolte contre ce nouveau, mais déjà vieux en réalité, prince, puisque Galba était déjà un homme très âgé. Le jour suivant, ce sont cette fois-ci les légions de Germanie inférieure, c'est-à-dire des légions extrêmement puissantes, puisque nous sommes aux confins les plus militarisés de l'Empire. Et leur candidat, c'est Vitellius, qui est acclamé de nouveau par son armée, qui est acclamé imperator. Donc on a un prétendant qui entre en scène. Le 15 janvier, Galba est assassiné. Et ce n'est pas Vitellius, mais c'est en réalité Othon, qui était un des proches de Galba, qui va être reconnu, proclamé empereur par le Sénat. À Galba, donc, succède Othon. Vous l'imaginez, le règne d'Othon sera court, puisque Vitellius déjà préparait son arrivée en Italie et à Rome. Et effectivement, le 17 avril, c'est le suicide d'Othon. Vitellius est reconnu peu après comme empereur, mais lui aussi aura un règne très court, puisque la révolte, cette fois, viendra de la Judée, où Vespasien, qui est donc gouverneur de Judée depuis plusieurs années, avec le soutien de plusieurs provinces, Vespasien donc, mène la guerre contre Vitellius. Après des mois agités, un automne agité à Rome, où le Capitole va brûler, une fois de plus,
Après un mois de décembre agité à Rome, Vitellius est assassiné le 20 décembre, et le 21 décembre, le Sénat proclame Vespasien empereur in absentia. C'est le 4e empereur de cette année des 4 empereurs, qui avait révélé, pour reprendre la formule de Tacite, un des arcana imperii, à savoir que l'on pouvait désormais faire un empereur à l'extérieur de Rome. Voilà un bref rappel. Alors, commençons par étudier les cultes de ces années, de cette crise, puisque c'est ce à quoi nous invite le titre du colloque. Que peut-on savoir des cultes officiels de ces moments de crise? On a la chance de posséder, malheureusement pas pour l'année 68, mais bien pour l'année 69, un document d'un très grand intérêt qui est bien connu des historiens de la religion romane. Ce sont les commentaires des frères Arval. Les frères Arval, c'est ce collège de prêtres qui avait été restauré par Auguste, mais comme bien des restaurations augustéennes, en réalité, on est en droit de se demander ce qu'il existait de ce collège avant Auguste. Il y a là toute une reconstruction. Ces frères Arval sont un des collèges sacerdotaux les plus proches du pouvoir impérial, puisque c'est l'empereur lui-même qui est magister, donc président de ce collège. Et nous avons donc conservé, pour l'année 69, des fragments assez importants des commentari, c'est-à-dire des protocoles gravés sur des plaques de marbre au sanctuaire de Deadia, le sanctuaire des frères Arval en périphérie de Rome. Et ces protocoles consignent tous les sacrifices, tous les rites effectués par les frères Arval aux différentes dates. Et on a conservé des fragments s'étendant de janvier à juin 69. Passons-les rapidement en revue. Le 1er janvier 69, vous voyez, on est sous Galba. C'est très fragmentaire, mais là, oui, une petite remarque d'ordre méthodologique. Ces textes sont extrêmement répétitifs, formulaires, et donc ne vous effrayez pas, il y a beaucoup de restitutions, qui sont en réalité assez bien assurées, puisque l'épigraphie latine, en tout cas pour ce genre de document, n'est pas très compliquée. C'est très répétitif, donc il y a moyen de restituer sans trop de problèmes. Ob consulatum, un sacrifice bien sûr en raison du consulat qui avait été attribué à Galba. 2 jours plus tard, la formulation de vœux, votan uncupaverunt pro salute, pour la santé, bien sûr, de l'empereur. À qui sacrifie-t-on à cette occasion? Jupiter, Junon, Minerve. La triade, évidemment, la triade capitoline, rien de plus banal, on va la retrouver dans toutes les attestations. Salus. Évidemment, pro salute, et salus, sa présence s'impose, et la salus est évidemment une des divinités auxquelles sacrifient très régulièrement les frères Arval. Au divin Auguste, à la diva Augusta et au divin Claude, les empereurs donc qui, justement, eux avaient bénéficié d'une bonne salus auparavant, et qui donc sont les meilleurs patrons, sans doute, de la salus du présent empereur. Je passe sur la date du 8 janvier, où là vous voyez un sacrum Dei Dii, donc évidemment les frères Arval sacrifiaient aussi à la déesse dont ils étaient les premiers servants, Dea Dia. Je passe au 10 janvier, où là on sacrifie pour commémorer l'adoption de Lucius Piso Frugi Licinianus par Galba. Galba, qui était déjà âgé, je vous l'ai dit, voulait ainsi assurer une pérennité à son pouvoir en adoptant un jeune homme d'une trentaine d'années issu de la bonne aristocratie romaine. De nouveau, Jupiter, Junon, Minerve et la Salus, qui est ici précisée publica. Mais également, en réalité, le texte est assez mutilé, mais également la providentia, la prévoyance de Galba qui pense justement assurer l'avenir, et la securitas, sa présence n'a pas besoin d'un long commentaire. Sous Othon, ob imperium. Ça, vous l'avez déjà bien noté. Les sacrifices des frères Arval, je vous l'ai dit, c'est un collège qui sacrifie pour commémorer les grandes étapes de l'investiture des différents pouvoirs constitutifs du pouvoir impérial à ce moment. Ici, l'imperium. L'imperium d'Othon. Vous retrouvez
Jupiter, Junon, Minerve. La victoire s'ajoute, la Salus, Mars Ultor, on y reviendra, et Genio Ipsius, ça vous l'avez déjà sans doute compris, c'est le génie de lui-même, c'est-à-dire on sacrifie au génie de l'empereur. L'empereur n'est pas encore divinisé comme tel, mais annonce d'une apothéose future, son Genius est déjà l'objet d'un culte. Pour les comices consulaires du même auton, on retrouve les divinités tout à fait habituelles. Les vœux formulés pour sa Salus, on retrouve la triade, la Salus bien sûr, et les divins empereurs. Toujours sous Othon, les comices qui lui ont conféré la puissance tribunicienne. J'épingle la présence de Salus, mais de Victoire de nouveau, et du Genius Populi Romani. On y reviendra. Oblau Rumpositam, c'est une cérémonie le 1er mars qui commémore le dépôt d'une branche de laurier à la suite d'une victoire remportée par Othon en Mésie. Et là, nous trouvons très logiquement la présence de la Victoria parmi les divinités, et de Mars, bien sûr, parmi les divinités auxquelles est rendu un sacrifice. Les comices des différents sacerdoces qui ont décrété donc l'octroi de différents sacerdoces à Othon. Là, un panthéon un peu plus banal est honoré à cette occasion-là. Les comices du grand pontificat. Et là, on trouve la Dea Diae qui s'ajoute à la liste de divinités habituelles. Sous Vitellius, maintenant. La première date concernant Vitellius se situe le 14 mars. Ça peut vous étonner, puisque Vitellius est en réalité reconnu complètement empereur, c'est-à-dire par le Sénat, c'est l'ultime étape de l'investiture, par le Sénat, il est reconnu complètement empereur que le 19 avril. Et il apparaît en réalité que la première version de ce texte, avant la gravure sur le marbre, qui est l'ultime étape, mais il y avait déjà des comptes rendus sur un autre support. Il apparaît donc que des vœux qui avaient été formulés pro salute et reditu d'Othon ont été par la suite maquillés en vœux pour Vitellius. Par ailleurs, vous le voyez, les doubles crochets. Le nom de Vitellius, par la suite, a lui-même été rasé. C'est une damnatio memoriae qui s'explique bien par la suite des événements. On sacrifie à ce moment-là aux divinités traditionnelles, la Salus Publica est présente, et aux divi. Les comices de la puissance tribunicienne, on retrouve la Salus et le Genius de l'empereur. Et pour le Dies Imperii, on retrouve de nouveau une structure théologique intéressante, puisque pour commémorer le jour où Vitellius est devenu empereur, le 19 avril, donc, on sacrifie également à Felicitas, ce n'est pas indifférent, à Mars Ultor, au Genius Populi Romani, 3 divinités sur lesquelles je reviens dans un instant. Ici, j'épinglerai le texte est plus mutilé pour les derniers protocoles. Pour Salus, la Salus et l'Adventus, sans doute, de Vitellius, on trouve de nouveau une structure théologique intéressante, puisque, outre la triade capitoline, Jupiter Victor, la Salus Publica, la Felicitas. Vous voyez là, de nouveau, on est dans le domaine des restitutions, mais la Felicitas, sa présence est très, très vraisemblable. Le Genius Populi Romani était sans doute présent aussi. Mars Ultor, là par contre, c'est mieux assuré. Enfin, pour l'anniversaire de l'épouse de Vitellius, la Concordia, vertu éminemment féminine, semblerait-il. Et après le 3 juin, de nouveau, un texte très mutilé, mais où vraisemblablement c'était des divinités similaires qui étaient honorées à cette occasion, mais à une date inconnue et pour une occasion inconnue. Voilà, brièvement passé en revue les différents... les traces donc, que nous avons de ces sacrifices des frères Arval en 69. Qu'y a-t-il de remarquable dans cette liste? C'est que les sacrifices de l'année 69 présentent un nombre très important de divinités qui, auparavant, bien sûr, il faut tenir compte de l'état forcément fragmentaire de notre documentation, mais qui, auparavant, dans aucun protocole connu avant 69, qui soit n'avait jamais été honoré par les Arval, qui soit n'avait été honoré qu'une seule fois. C'est ce que j'ai appelé les divinités exceptionnellement honorées par les Arval. Et vous voyez, il y en a un nombre important. La Victoria,
Mars Ultor, le Genius Populi Romani, Jupiter Victor et la Securitas. Je les ai classés ici par ordre de fréquence. Vous voyez qu'on n'y sacrifie pas qu'une seule fois par accident, pour ainsi dire. La Victoria revient à 3 reprises, Mars Ultor à 3 ou peut-être à 4, à 2, voire à 4 reprises, le Genius Populi Romani au moins à 2 reprises, et peut-être un 3e sacrifice. Jupiter Victor est également bien présent. Il est intéressant de noter que Victoria avait fait l'objet d'un seul sacrifice auparavant, connu bien sûr, auparavant par les Arval, en 66, dans un contexte que nous ne connaissons pas, mais nous sommes donc sous Néron. J'y reviendrai plus tard. Mars Ultor également n'avait été honoré auparavant qu'en 59, Pro Salute et Redditu de Néron. Le Genius Populi Romani, pour sa part, n'est attesté que pour l'année 69, ni dans les protocoles antérieurs, ni dans les protocoles postérieurs, n'est attesté un sacrifice au génie du peuple romain. Même constat pour Jupiter Victor, qui n'apparaît pas de façon assurée dans la documentation précédente, et Securitas, elle aurait peut-être déjà été honorée par les Arval en 66, de nouveau sous Néron, quelques années à peine avant l'année 69. Cette diversification du Panthéon en une année aussi dramatique, évidemment, n'étonne pas. Si je devais formuler une conclusion à ce stade, je dirais que la crise politique de 68-69 n'a manifestement pas touché le fonctionnement des cultes. Il est même une date où l'on observe que le sacrifice à Dea Dia n'est pratiqué que en la présence du seul magister, alors qu'en théorie, selon la règle, il fallait la présence de 3 Arval pour pouvoir effectuer un sacrifice. Mais donc là, manifestement, vu le contexte de crise, on a préféré effectuer le sacrifice annuel à Dea Dia plutôt que, même avec un seul Arval présent, plutôt que de renoncer à ce sacrifice. Donc un léger aménagement, certes, mais pas de crise des cultes en cette année 69. Et la tendance de la recherche, lorsque l'on est confronté aux commentaires des frères Arval, a généralement été la mise en série de ces différents sacrifices, mais toujours à l'intérieur du corpus des commentari des frères Arval. Une mise en série interne, donc, qui est rarement confrontée à des éléments externes, ce qui peut donner parfois lieu à des interprétations à des difficultés d'interprétation ou à des interprétations assez limitées. Par exemple, le cas de Mars Ultor. Mars Ultor honorait donc le 1er mai pour commémorer le Dies Imperii de Vitellius. Comment expliquer l'apparition de Mars Ultor à ce moment dans les sacrifices des frères Arval? John Child avait pensé qu'il s'agissait d'une référence au contenu de l'imperium célébré en ce jour, le pouvoir proconsulaire. Pourquoi? Parce que, depuis Auguste, le temple de Mars Ultor était le lieu d'où partaient les cortèges des gouverneurs de province, donc dotés de l'imperium, pour se rendre donc dans leur province. Par ailleurs, il est gêné par la connotation ultor, par l'épiclèse ultor, qu'il met entre parenthèses, d'ailleurs, dans son commentaire, en disant que la nuance de revancharde du dieu n'a pas d'importance, donc Mars Ultor, c'est Mars en réalité, et seule la logique topographique compterait. Voilà où on en est pour le moment dans le commentaire des frères Arval. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de sortir des cultes proprement dits, de sortir des commentaires des frères Arval, pour essayer de comprendre mieux la genèse de ce panthéon singulier de l'année 69. Et pour ça, on va faire un retour en arrière, on va revenir au tout début de la révolte, en 68, et on va changer de documentation, et je vais vous inviter une fois de plus à nous intéresser à la documentation numismatique. Pour l'année 68, de nouveau quelque chose de tout à fait singulier, les gouverneurs de province en révolte contre Néron doivent évidemment financer leurs troupes. Ça, c'est le premier, c'est un pragmatisme impératif. Financer les troupes, donc frapper monnaie. Mais comment frapper monnaie sous l'Empire, sous les Julio-Claudiens, alors qu'on a pris l'habitude désormais de mettre le portrait de l'empereur au droit? Comment frapper monnaie sans empereur contre l'empereur? Eh bien, en fait, on revient à un monnayage qui ressemble à s'y méprendre au monnayage républicain, donc avec une tête de divinité au droit et différentes divinités
au revers. Alors, ce monnayage est extrêmement diversifié. Sans entrer dans les détails, on situe sa frappe tant en Gaule avec Vindex, donc, qu'en Espagne avec Galba, avant qu'il n'ose lui-même apposer son portrait sur les monnaies, car apposer son portrait sur une monnaie revient à admettre qu'on est empereur. Vous avez vu les réticences de Galba dans un premier temps. Et donc, voilà un paysage monétaire très diversifié, mais d'où émergent quelques types extrêmement abondants, qui se retrouvent sur de nombreuses émissions, et de surcroît sur les émissions qui sont frappées de la façon la plus volumineuse. Et voilà donc les principales divinités. Bonus Eventus, accompagné de la Roma Renascens. Bon, les divinités parlent d'elles-mêmes. Bonus Eventus, c'est l'heureuse issue de la guerre, bien sûr. Roma Renascens, ça n'appelle pas de commentaire. La Libertas Restituta, restituere, qui est le grand mot de la restauration politique à Rome. Senatus Populusque Romanus, bien sûr. Mars Ultor, tiens. Les Signa Populi Romani, Mars Ultor, patron des armées du peuple romain. La Salus, cette fois-ci, Salus qui n'est même plus seulement Publica, qui est une Salus Generis Humani, le salut du genre humain, une perspective écuménique, donc, car désormais l'Empire, on l'a vu, le sort de l'Empire peut se jouer dans les provinces, et les provinces, l'Empire, donc au sens large, c'est en réalité le monde, c'est le genre humain. J'ai classé les différents types du monnayage par ordre fréquentiel, et vous voyez qu'on retrouve en tête du tableau effectivement ces divinités qui apparaissent sur les émissions les plus volumineuses. Bonus Eventus, vous avez vu la couronne de chêne, la couronne civique bien sûr, le Genius Populi Romani, la Pax apparaît de façon importante, Roma évidemment, le sigle SPQR, sur les monnaies Mars Ultor bien sûr, sur les monnaies frappées en Gaule, le paysage est très similaire, la Salus, Mars Ultor, la Victoria, très présente, les Signa Populi Romani, le Genius Populi Romani. Alors, il ne s'agit pas seulement de voir quels types sont les plus fréquents, il faut aussi se demander si ces types étaient des types banals, courants. Eh bien, en réalité, les types les plus marquants du paysage monétaire de l'année 68 sont justement des types qui n'avaient pratiquement pas été frappés sous les Julio-Claudiens. Bonus Eventus, on connaît un seul antécédent, c'est sous la République. Pour le Genius Populi Romani, aucune attestation dans le paysage monétaire julio-claudien, il faut remonter à la fin de la République. La Libertas Restituta, bon, je ne résiste pas évidemment au plaisir de vous montrer cette citation de la monnaie de Brutus. On reprend le Pileus et les deux poignards d'Hésite de Mars. La Libertas, elle avait figuré, oui, dans le monnayage julio-claudien. Le Sistophore de l'année 28 est très célèbre. Les As de Claude avec la Libertas Augusta est également bien connue. Salus, la Salus Generis Humani, seul antécédent d'une représentation de Salus pour l'Empire, c'est sous Tibère, ou fait assez intéressant d'ailleurs que Patrick Marchetti avait évoqué à Louvain-la-Neuve il y a quelques temps déjà, c'est le fait que cette Salus Augusta prend les traits de Livy, manifestement dans ces Dupondii de l'époque de Tibère. Ce qui est plus intéressant peut-être pour nous ici, c'est que la Salus apparaît dans le monnayage de Néron, de façon assez fréquente. Mars Ultor, thème dominant, je l'ai dit, lui n'est apparu qu'une seule fois en rapport évidemment avec le temple de Mars Ultor augustéen. Pour le reste, il avait disparu depuis Tibère, il avait disparu du monnayage. L'importance du thème du peuple romain. Plusieurs divinités sont dites Populi Romani. Il y a bien sûr le Genius, on en a parlé, il y a la Pax Populi Romani, la Libertas Populi Romani, la Securitas Populi Romani, la Victoria Populi Romani, Fortuna Populi Romani, et aussi une Salus Publica, qui n'est donc autre que Populi Romani, elle aussi. Sous les Julio-Claudiens, par contre, toutes ces divinités que je viens de citer, sauf Fortuna, ont reçu au moins une fois dans le monnayage le qualificatif de Augusta ou Augusti. Sous Néron, justement, les personnifications divines
dite de l'Auguste, Augusti Augusta, connaissent un développement très important dans le monnayage en bronze, frappé en quantité impressionnante, tant à Rome qu'à Lyon. Et c'est à ce moment-là que le Genius Augusti fait son apparition dans le monnayage impérial, c'est justement sous Néron. Et le Genius Augusti joue évidemment un rôle fondamental dans le développement du futur culte qui sera rendu à l'empereur, puisqu'on rend d'abord le culte au Genius. Après la mort de l'empereur, on lui rendra un culte, si ça a été un bon empereur, bien sûr. Que se passe-t-il donc? Toutes ces divinités, en particulier le Genius Augusti, que Néron avait mis en avant de façon significative, toutes ces divinités ne sont bien sûr plus dites Augusti ou Augusta dans le monnayage de l'année 68. Elles sont dites Populi Romani, c'est-à-dire qu'on prive le mauvais empereur Néron de sa légitimité, de sa légitimité religieuse. On désacralise, pour ainsi dire, ces différentes entreprises, puisque ces divinités sont autant des divinités cultuelles qu'en réalité des allégories qui symbolisent les différents aspects de l'activité impériale. Je conclurai en mettant en avant les convergences significatives entre le panthéon monétaire, si on veut l'appeler ainsi, et les listes des destinataires divins qu'on a analysées au début de la communication, dans les commentaires des frères Arval. Victoria, reprenons donc ces divinités qui faisaient figure d'exception dans les sacrifices des frères Arval. Victoria, vous l'avez vu, était très présente dans le monnayage de l'année 68. Securitas, même elle, apparaît une fois dans le monnayage de l'année 68. Victoria, je n'y reviens pas. Marsultor, on l'a vu, c'est un des thèmes dominants. Le Genius Populi Romani, bien sûr, qui apparaît à ce moment-là seulement dans les sacrifices des frères Arval. Victoria, on ne revient pas dessus. Et de nouveau, le Genius Populi Romani. Que signifient ces convergences? Ces convergences signifient que les monnaies, qui ne sont évidemment pas à la trace d'un culte au sens strict du terme, d'un culte institué, mais qui sont l'expression, si vous voulez, des dévotions particulières des chefs d'armée, c'est-à-dire qui mettent en scène, sur les monnaies qui vont servir à payer leurs troupes, qui mettent en scène les divinités ressenties comme les plus aptes à patronner l'entreprise, la révolte contre Néron en l'occurrence, eh bien, ces dévotions que les historiens de la religion romaine les plus sourcilleux refusent de considérer comme religieuses stricto sensu, ces dévotions se préparent en réalité l'émergence d'un rite, d'un culte on ne peut plus officiel, un an plus tard, qui est attesté un an plus tard dans les commentaires des frères Arval, et on regrette évidemment d'avoir perdu les commentaires de l'année 68, car je suis persuadé qu'on aurait déjà trouvé à ce moment-là très vite des concordances. C'est-à-dire que de l'horizon idéologique et religieux, on passe, bien sûr, cet horizon prépare les cultes des frères Arval. Et pour comprendre les cultes rendus par les frères Arval et pour comprendre les singularités du Panthéon honoré en 69, il faut évidemment sortir des frères Arval, sortir de ces commentaires et les replacer dans un contexte idéologique beaucoup plus large. Vous allez me dire, il manque une divinité intéressante, Jupiter Victor. Il manque une divinité qui n'apparaît pas dans les monnaies de l'année 68. C'est dommage. Mais rassurez-vous, Jupiter Victor apparaît, il est honoré sous Vitellius, il apparaît justement dans le monnayage de Vitellius en 69. Je vous remercie pour votre attention.